Salut à tous, Pop Cinoche numéro 4, c'est votre magazine 100% cinéma uniquement disponible sur les réseaux sociaux, avec au programme aujourd'hui un hommage à Christine, la voiture tueuse de Stephen King et John Carpenter. Pierre Bachelet vous racontera la genèse de la musique du film Histoire d'eau et en exclusivité, Danielle Thompson vous parlera du livre qu'elle vient de consacrer à son père, Gérard Houry. Tout cela et d'autres choses encore dans Pop Cinoche numéro 4. Aujourd'hui, je ne vous le cache pas, Pop Cinoche est très fier de rencontrer la scénariste et réalisatrice Danielle Thompson, qui vient de faire paraître aux éditions de La Martinière un très bel album sur son père, Gérard Houry. Et justement, elle a appelé très sobrement et efficacement son livre « Gérard Houry, mon père, l'as des as ». Aujourd'hui, Danielle Thompson nous accueille chez elle pour évoquer tous les grands films du cinéma français auxquels elle a collaboré avec son papa. Je peux vous citer quelques titres et excusez du peu. Le Cornio, La Grande Vadrouille, Le Cerveau, La Folie des Grandeurs, Les Aventures de Rabbi Jacob et bien d'autres. Discussion privilégiée avec Danielle Thompson. Merci de nous accueillir chez vous, Danielle Thompson. Je suis ravie. Alors, cet ouvrage a beaucoup de mérite, beaucoup de qualité, mais le premier, c'est peut-être déjà de nous rappeler que Gérard Houry, avant d'être le metteur en scène à succès qu'on connaît, était acteur dans le cinéma français, comédien. Absolument, pendant des années, pendant toutes les années de mon enfance, j'ai eu un père comédien. Voilà, j'ai vécu ça enfant avec mes parents, puisque j'étais fille unique et qu'on vivait un peu une sorte de roulotte à trois, comme ça. J'ai toujours été absolument fascinée par bien sûr le métier de cinéma et de théâtre, et en même temps assez vaccinée contre... J'ai pas eu envie d'être comédienne, parce que j'ai vu quand même des gens qui avaient vraiment du mal. Mais mine de rien, ça lui a quand même permis de connaître toutes les arcanes du métier et du cinéma, des producteurs au plateau, de la lumière, au son. Il a peut-être déjà un peu appris le cinéma comme ça. Il avait une énorme curiosité, il était très intelligent, très créatif, et du coup c'est pour ça que je pense qu'il s'est senti un petit peu étriqué dans ce métier qui est un métier d'attente, et où on doit provoquer l'envie des autres au lieu de soi-même partir à l'aventure. Que le téléphone sonne. Et voilà, et il a commencé cette espèce d'éloignement de sa carrière de comédien en devenant scénariste. Et puis de scénariste, ça le chatouillait terriblement, et il a eu envie de faire de la mise en scène. Alors, avançons un petit peu dans le temps. Il met en scène un film à sketch, comme ça se faisait souvent à l'époque, qui s'appelle Le Crime ne paie pas. Et il paraît qu'un certain Louis de Funès lui dit qu'il devrait réaliser des films de comédie. En effet, mon père a toujours apprécié énormément de Funès, qui à l'époque est encore dans les seconds rôles, ou même les troisième ou quatrième rôles. Puisque de Funès a fait beaucoup de dizaines de films avant, bien sûr, l'apothéose qui s'est passée la fameuse année où il a tourné Le Cornio, Fantomas et Le Premier Gendarme. Donc il se retrouve dans ce film, qui est, je crois, le troisième film de mon père. Et puis de Funès avait une séquence, qui était une séquence dans un bar, avec Danielle Darieux, qui était absolument géniale, où elle avait beaucoup bu, elle était ivre-morte. Et il jouait le barman, et là, il a fait une prestation hilarante. Et à la fin de cette journée de tournage, mon père, qui avait donc dirigé Louis pour la première fois, et qui avait jubilé derrière sa caméra en se mordant les mains pour ne pas éclater de rire et gâcher la prise au son, s'est retrouvé avec Louis, qui lui a dit mais tu es doué pour ça, tu es doué pour la comédie, alors que ce film évidemment était très dramatique, puisque ce sont des histoires de crimes.
tu es vraiment doué pour la comédie, parce que ce qui avait touché particulièrement Louis à l'époque, c'est que Louis était toujours très, très désarmé et malheureux quand il tournait avec des metteurs en scène qui ne riaient pas. Mais mon père, malgré le fait qu'il était incroyablement minutieux et perfectionniste, il était complètement client, il devenait tout à coup spectateur. Premier public. Le premier presque. public, et ça enchantait Louis. Ça a été une des grandes sources d'intimité et d'entente entre ces deux hommes. Et donc, ça a fait tilt. Ça a été la graine qui lui a donné envie d'écrire cette comédie et tout de suite de penser à De Funès et à Bourvil, qu'il connaissait aussi, puisqu'ils s'étaient croisés aussi sur les plateaux. Je suis pas si con que ça de là, alors. Président, il nous a vu. Mais dites donc, l'Italie, vue d'une Cadillac, ça doit être quelque chose. Et puis pour le Cornio, je me suis assise dans un petit coin, il était en train de travailler avec Marcel Julien. Dans mon petit coin, j'ai donné des idées. Et là, alors le film, donc c'est fait, mais l'aventure incroyable pour lui et pour nous, ça a été évidemment l'extraordinaire succès du Cornio. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh bien maintenant, on va trouver un autre sujet, mais je voudrais que ma fille vienne travailler avec moi. Et donc du coup, c'est vrai que ça m'a passionné l'idée de venir faire un travail vraiment professionnel, parce que l'écriture de La Grande Vadrouille, ça a été un sacré boulot, où j'avais un contrat avec un tout petit peu d'argent, mon nom sur le générique, mais où j'ai Là, vraiment... c'était officiel. Non seulement c'est officiel, mais c'était en plus rudement actif. Évidemment, notre grande angoisse, c'était jamais on arrivera à égaler le succès du Cornio. Et puis, on sait maintenant, on connaît les résultats tant d'années plus tard. Ça a été évidemment un film qui a été encore plus adoré des spectateurs. Un record d'entrée en France pendant 41 ans. Pendant 41 ans. Waouh. Pas mal. Ah ouais. Et faisons une petite parenthèse, ce qui est quand même assez amusant, c'est qu'on sait tous que c'est Danny Boone qui a battu le record avec ses ch'tis, et le jour où il l'apprend... On tourne ensemble. On tourne ensemble. Et j'adorais travailler avec lui, donc ce film qui s'appelle Le Code a changé, et donc c'était avant la sortie des Ch'tis, mais il n'était pas l'énorme star qu'il est devenu depuis, et il est devenu cette énorme star pendant qu'on était en train de tourner ensemble, parce que effectivement les entrées des Ch'tis étaient en train de monter, et en effet il a battu La Grande Vadrouille, et on a vécu ça ensemble d'une certaine manière, la main dans la main, et avec beaucoup de enfin, c'était très amusant, en tout cas. Très amusant et très joyeux. Ce qui est formidable dans ce livre, c'est qu'on apprend beaucoup de choses sur les coulisses du travail, bien sûr. J'ai notamment découvert le cahier des gags. Qu'est-ce que c'était le dossier gag? Alors ce dossier, c'est un dossier qui était dans un tiroir de mon père, dans lequel il mettait alors une phrase, ou alors un dessin humoristique, ou l'idée d'une situation, ou quelque chose, une phrase de dialogue qu'il avait entendue. Et donc quand on commençait un scénario, on sortait ce dossier, on le feuilletait. Et on sortait comme ça de temps en temps une feuille à la recherche d'une idée, effectivement. Alors le grand exemple, en effet, c'est qu'il y avait marqué « usine de chewing-gum » sur une page blanche. Bon, on ne savait pas si on en ferait quelque chose un jour, et puis effectivement, au moment où on a commencé à travailler sur les aventures de Rabbi Jacob, tout à coup, cette idée d'usine de chewing-gum a apparu quelque chose qui pouvait être intéressant, et donc on est parti vers cette incroyable séquence. Surtout, ne bougez pas. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Gérard Houry. J'étais notamment dans la salle de montage de La Soif de l'or.
Et l'impression que j'en ai eue, Daniel, c'était d'avoir un peu, quand il vous parlait de son film, affaire à un grand enfant émerveillé. Oui, c'est vrai qu'il y avait un côté enfantin, il y avait un côté, en effet, enfant auquel on confie des jouets délicats, très très chers, très 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 rares, et qui avait un énorme respect, ceci dit, pour ces fameux jouets. Et qui était très conscient de la valeur des choses, mais qui s'amusait comme un fou. Tout ça, c'est un perfectionnisme énorme, et c'est quelque chose qui était son ambition, c'est de donner au spectateur un film qui soit à la fois très très drôle et en même temps d'une grande beauté. Et vous êtes trop grand, vous êtes mon valet, vous êtes trop grand. Allons, il faut que je vois ça là, je vois pas. Voilà, là je le vois, ça va. C'est la quoi? La reine. La reine? Nein! Sie haben eine Ehrendame entehrt und die Unschuld eines jungen deutschen Mädchens missbraucht. Madame. Raus, ihr Zwerge! Et puis alors, il y a une autre dimension qui est le côté « est-ce qu'on peut rire de tout ?» Peut-on rire de tout? Est-ce que c'est quelque chose que vous vous êtes demandé ensemble quand vous avez commencé Rabbi Jacob? Oui, on l'avait déjà bizarrement abordé au moment de La Grande Vadrouille, parce qu'il ne faut pas oublier que La Grande Vadrouille s'était tournée 20 ans après la Libération. Et puis bien sûr, alors là, Rabbi Jacob, n'en parlons pas. Casse-gueule un peu quand même. Très casse-gueule, presque inconscient, je pense, de notre part, d'être parti là. Bon, la communauté arabe, à l'époque, franchement, on s'en préoccupait pas du tout, parce qu'on n'était pas encore dans la violence que nous vivons aujourd'hui. Donc, on était beaucoup plus alertés sur le fait qu'on avait peur qu'on nous attaque en disant qu'on avait fait un film antisémite, parce qu'on y allait quand même. Donc on était... Salomon, vous êtes juif? Oui, Salomon, vous êtes juif. On disait les choses, les mots. Et oui, c'est ça. On a osé aller assez loin. Et en fait, je pense que c'est ça qui a fait que le film a eu tellement de succès, et même encore aujourd'hui, parce que je pense que, je ne sais pas si c'est de l'audace ou finalement si on était complètement inconscient, mais je pense que ça a marché parce que justement, on s'est un petit peu débarrassé des tabous. C'est de l'hébreu. Ça se lit de droite à gauche, comme l'arabe. Monsieur ne m'avait pas dit que monsieur était juif? Parce qu'hier je ne l'étais pas, voilà. Je ne suis pas juif. Vous, monsieur le rabbin? Il y a eu aussi ces deux films avec Belmondo qui sont très importants, et là où il a eu une entente magnifique, ces deux hommes s'aimaient vraiment beaucoup, et c'était une autre forme de comique qui partait vers les films d'aventure qu'il adorait aussi. Un comique plus athlétique, un parfois. comique plus athlétique, voilà, des grands films d'aventure, parce que je pense que L'As des As, c'est un grand film d'aventure. Quel genre de type je suis, d'après toi? Le genre aventurier? Et c'est quoi un aventurier? D'Artagnan, Zorro. En résumé et en conclusion, après 11 films que vous avez fait ensemble, il y a une phrase qui me semble très symbolique de cet ouvrage. Vous dites de lui « J'étais impressionné par sa joie de vivre au quotidien et son inventivité dans le travail ». C'est quand même merveilleux d'être fasciné à ce point par son père au quotidien. Bah oui, c'est merveilleux. Enfin, il a vraiment vécu une vie d'une grande complexité avec une gourmandise intense. Un homme qu'on découvre ou qu'on redécouvre à travers ce livret. Merci non seulement de l'avoir écrit, mais merci de nous l'avoir raconté, Daniel Thompson. Merci à vous. À bientôt. Sincèrement, lisez ce livre, vous ne le regretterez pas. Alors, c'est la rentrée, une nouvelle saison démarre et évidemment, Pop Sinoche a quelques films importants à vous proposer, des films enthousiasmants dans tous les genres, que ce soit sur le petit ou sur le grand écran, tel ce Apocalypse Now Final Cut, qui a été peaufiné avec amour par Francis Ford Coppola lui-même. D'ailleurs, je vous propose de démarrer cette séquence avec la nouvelle bande-annonce de ce pur chef-d'œuvre.
I love the smell of napalm in the morning. Very obviously, he has gone insane. This is the end, my only friend, the end. Are you an assassin? I'm a soldier. Évidemment, une bande-annonce comme celle-ci, on ne pouvait que vous la laisser jusqu'au bout. Côté nouveauté en salle maintenant, à voir absolument la performance assez hallucinante de Joaquin Phoenix dans Joker. It's so awful, isn't it? For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. You think this is funny? Is this a joke to you? Toutes ces années, j'ai gardé mes secrets. Côté personnage de légende, après le Joker, voici le grand retour de Rambo pour l'épisode final. Et s'ils viennent me chercher, c'est la mort qu'ils trouveront. Je veux ma vengeance. Je veux qu'ils le sachent. La mort est en chemin. Et maintenant, direction l'espace avec Brad Pitt dans Ad Astra pour une mission très spéciale et des images somptueuses du réalisateur James Gray. Après son lancement. Et au sujet de son capitaine? C'était mon père, mon général. Cela risque de vous faire un sacré choc. Votre père menait des expériences sur un matériau top secret susceptible de menacer tout notre système solaire et de détruire toute vie. Nous comptons sur vous pour découvrir tout ce qui se passe là-haut. Je reste absolument résolu à accomplir la mission dans les règles. Si nécessaire, je détruirai le projet de fond en comble. La Terre avait placé ses espoirs en lui. Désormais, c'est à moi qu'elle confie son destin. Pour revenir sur Terre et sous la pluie, le dernier Woody Allen, c'est frais, pétillant, joyeux, le meilleur Woody de ces dernières années. It's a $70 million movie and Raleigh's very unhappy with it. You call him Raleigh? Yeah, and Ted and I, we have to find him before he has one of his crazy fits. Who's Ted? Was that your boyfriend? Yeah, he's a little eccentric. I'm a gambler. I don't know how else to put it. There's something romantic about gamblers and... Yeah, maybe in movies, but this is real life. She's apparently onto a very big story. She takes her job very seriously. Hello, can I help you? Oh my God, you're Francisco Vega. Is that good or bad? Hey, Ashley. I can't talk to you right now. What could possibly be so secretive about that? Unless there's some funny business going on. Unless there's some funny business going on. This is real life. Real life is fine for people who can't do any better. It's supposed to be one tiny little lousy hour interview. Instead, we lost the whole weekend.
Après cette jolie sélection de films, en voici un autre à ne manquer sous aucun prétexte. Le seul film qui a réussi à réunir sur la même affiche les deux maîtres du fantastique, l'auteur Stephen King et le réalisateur John Carpenter. Je veux parler de Christine. Eh bien, ça tombe bien, il faut redécouvrir ce film, car Carlotta vient de sortir un très beau coffret où vous pouvez le découvrir ou le redécouvrir sur 3 supports, en 4K Ultra HD, en Blu-ray et même en DVD. Mais ce n'est pas tout, il y a également dans ce coffret un livre de 200 pages avec des photos de tournage incroyables, un livre intitulé « Plus furieuse que l'enfer, le tournage de Christine ». Tout, vous saurez tout sur Christine, flashback en 1983. We decided to focus everything on the car. The car itself was born evil. It made everything a lot simpler so that the car could be the focus rather than this mysterious owner, etc. Which meant some changes. It definitely meant some changes. The car was the star, okay? It was a 57 Plymouth Fury. The reason it was, which King told me later, is it's the only car of that generation that was never celebrated in literature or in legend, unlike the Corvette, the Chevy Bel Air, and the Thunderbird of 57. So he chose it because no one really knew about it. We had the model, the make and the model of the Plymouth, there it was, and we just had to find some and make sure they were absolutely beautifully restored. I mean, just look gorgeous. So that required a little work. We went around trying to find these cars and then reassembling them, and we were able to get 24 cars and cannibalize parts from each one that we could have 17 functioning cars that did different things, and we destroyed all but 2 of them during the course of the film. D'accord. Montre-moi. Depuis quelques années, le label Music Box effectue un formidable travail de réédition des grandes musiques de films. Et justement, l'été dernier, ils ont ressorti pour la première fois en version intégrale la musique du film de Josh Jacquin, Histoire d'eau. Mais saviez-vous surtout que cette musique a été écrite par Pierre Bachelet, le chanteur Pierre Bachelet, qui a également composé les musiques de Coup de tête de Jean-Jacques Hano avec Patrick Devers, Les Enfants du Marais de Jean Becker avec Michel Serrault, Les Bronzés font du ski de Patrice Lecomte avec Le Splendide. C'est lui la chanson Just Because of You. Il y a également le très beau documentaire animalier Les Contes sauvages et puis, excusez du peu, l'immortel Emmanuel. Alors justement, dans l'interview inédite que vous allez voir maintenant, Pierre Bachelet va vous raconter pourquoi, malgré l'énorme succès d'Emmanuel, il a bien failli ne pas composer la musique d'Histoire d'eau. Et à propos d'Emmanuel, ma première question était celle-là. Pierre, Emmanuel, c'est combien de disques vendus dans le monde? Emmanuel, je sais pas, 57 covers dans le monde. De la chanson Sinatra enregistrée, monumentale, ouais. Et je dois dire, mais ça c'est, en même temps, c'est ce qui est beau dans notre métier. J'étais pas du tout organisé. Aujourd'hui, organisé, Emmanuel, c'est une rente à vie. C'est-à-dire que tu fais Emmanuel, après tu travailles pour t'amuser. Tu vois, bon. Là, peanuts, le minimum, quoi. Bon. Mais c'est beau comme ça. C'est comme ça que c'est beau. Histoire d'eau, c'était un peu plus douloureux, parce que juste d'abord, vous voulez faire autre chose que du film érotique. Donc il a essayé de... Parce qu'évidemment, on lui a proposé de faire Emmanuel 2. Bon, il a refusé. Il y avait, en même temps, Histoire d'eau était un beau sujet, qui permettait des images magnifiques,
Mais il avait ce côté de se dire je m'en suis pas sorti, quoi. Faut pas que je m'enferme là-dedans parce que sinon je suis mal. Et alors là, évidemment, fort de la musique d'Emmanuel, et c'est un monsieur pour qui j'ai énormément de tendresse et d'admiration, qui était un grand éditeur de notre métier, en retraite aujourd'hui, qui s'appelait Claude Pascal, qui se trouve par tous les personnages de production, etc., investi d'organiser la musique d'Histoire d'eau. Et là, juste n'avait plus son mot à dire. Et tout le monde a été contacté pour faire des maquettes. Voilà. Et il y avait des maquettes avec sans nom, avec juste des numéros. Et il y avait 10 personnes de la production qui étaient interrogées, et 10 personnes qui n'avaient rien à voir avec le film et la production. Voilà. C'est assez drôle, parce qu'en racontant, on revit les choses un petit peu. Et donc, moi, personne ne me prévient. Et Jacquin me dit, dis donc, t'es prêt c'est dans 2 jours, ça y est, t'es content de ce que t'as fait? J'ai fait, quoi tu me parles? Il me dit, mais on remet toutes les maquettes, il y a l'écoute dans 2 jours. C'est juste, je ne sais pas au courant. Comment, ils t'ont pas appelé? Très bien. On avait essayé un peu Bachelet, bon, très bien. Donc voilà, donc je fais un truc, mais il me fallait maquette avec, enfin il y avait les Pink Floyd, il y avait Morricone, mais tout le monde était là, Michel Legrand, tout le monde. Je livre la maquette, je sors. Première écoute, c'est ta musique qui est choisie. Ah oui, je sors, voilà, choix. Juste m'appelle, il me dit, putain, formidable Pierrot, c'est toi. Mais j'ai un éditeur, puisque j'ai un mec qui a payé la séance avec les violons, etc. Et Claude Pascal, il ne veut pas d'éditeur. Donc ils se voient tous les deux, eux c'est... Hein, rien à faire, on remet tout au tapis, on recommence. Et donc là, je fais la musique d'Histoire d'eau, et je ressors. C'est beau la vie. Ah, ça doit. Ouais. Quand c'est beau, c'est beau. Ah, c'est beau. Moi, j'attends d'un réalisateur qui me dise l'histoire, je l'ai. L'image, maintenant, elle est devant moi, je sais. L'effet que me produit l'image, je le ressens. Je n'ai pas besoin qu'on me l'explique. Par contre, ce dont j'ai besoin, c'est que le réalisateur me dise comment il veut que je l'aide à raconter son histoire. Juste était quelqu'un qui me faisait confiance, c'était... Bon, Pierrot, t'es passé voir le film, oui, bon, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est bien, moi je vois ça très classique, hein, moi je vois pas du tout... Bon, fais comme tu veux. Hein. Et en même temps, je tenais compte de ce qu'il m'avait dit. Et par exemple, dans Histoire d'eau, il avait vu quelque chose de très classique. Et c'est vrai que j'avais écouté un concerto de Bach, par exemple, sur Histoire d'eau. C'était d'une beauté, mais on se faisait vite chier. Non, il faut dire les choses, quoi. Et puis on n'allait pas dans le sens du film, parce qu'on raconte une histoire. Alors il y avait des moments d'image qui étaient superbes, mais c'est pas parce qu'il y a un moment d'image qui est superbe qu'on va pouvoir emmener les spectateurs jusqu'au bout. Et puis c'est pas de la musique de film. Et voilà, c'est ça. Oui. Et donc finalement, on a fait autre chose. Non,
Non, mademoiselle, ça n'est pas fini, pas si vite, car Pierre Bachelet nous disait quelques mots dans ce sujet de Emmanuel. Eh bien, intéressons-nous 2 minutes à l'affiche de ce film qui est restée une des plus célèbres de l'histoire du cinéma français. Sylvia Christel dans son fauteuil d'osier, évidemment. Aujourd'hui, Pop Sinoche s'affiche avec Emmanuel. Pop Sinoche s'affiche aujourd'hui pour le film Emmanuel. Nous sommes en 1974, beaucoup d'entre vous n'étaient même pas nés et pourtant tout le monde connaît Emmanuel, Sylvia Christel, le scandale que ça a provoqué, les 10 millions d'entrées qu'on a pu voir au box-office pour un film qui était parmi les premiers érotiques que les couples pouvaient aller voir sans avoir honte, mais surtout, il y a une chose très amusante avec l'affiche de ce film. Tout le monde dit bien sûr, on se souvient du fauteuil d'osier. Tu te souviens de la scène dans laquelle Sylvia Christel est en Thaïlande dans ce fauteuil d'osier? Eh non, la photo que vous voyez dans l'affiche n'est pas dans le film. C'est-à-dire que la photo de l'affiche est finalement presque plus célèbre que le film lui-même. Je vous explique comment les choses se sont passées. Le film a été tourné et à un moment donné, il a fallu faire une affiche. On s'est tourné vers le photographe Francis Giacobetti, qui à l'époque était un des photographes stars de Lui, le fameux magazine de l'homme moderne que beaucoup de nos papas et d'entre vous ont feuilleté et acheté à l'époque. Et c'est Francis Giacobetti qui a eu l'idée d'asseoir Sylvia Christel, la comédienne du film, dans un fauteuil d'osier. Pourquoi pas? C'est beau, c'est esthétique, c'est sensuel, elle était seins nus. Mais du coup, ce fauteuil d'osier est devenu quelque chose de tellement proche, de tellement pléonasme du personnage de Sylvia Christel qu'on est persuadé que ça faisait partie du film alors que pas du tout. Et aujourd'hui encore, dès qu'on voit un fauteuil d'osier quelque part, on dit « Ah, Emmanuel, c'est venu d'une idée du photographe et non pas du réalisateur, Josh Jacquin ». Il est évident que j'avais très envie de vous montrer la photo et l'affiche originale qui est restée une des plus célèbres au monde. Aujourd'hui, Pop Sinoche s'affichait pour le fauteuil d'osier d'Emmanuel. Depuis le mois dernier, j'ai pris une habitude, je ne sais pas si vous avez vu, c'est-à-dire d'avoir le plaisir d'ouvrir une partie de mon courrier devant vous. Alors je vais continuer aujourd'hui. J'attends avec impatience de découvrir ce livre qui est consacré à une moto que nous allons découvrir ensemble. Alors, est-ce qu'il s'agit bien de ça? Oui, c'est ça. Ça s'appelle Motorcycles, Story of Rockers and Bonneville par Jean-Éric Perrin aux éditions GM Éditions. Et il se trouve, j'ouvre tout ça devant vous, voilà, que ce livre est consacré à une Triumph, à la Triumph Bonneville, qui est une moto très connue, vraiment mythique des années 60, qui est symbole de toute une époque. Et si le livre est, comme je l'imaginais, extrêmement illustré, avec beaucoup de photos, là je viens de voir passer Bob Dylan, Clint Eastwood, parce que de grandes célébrités ont été possesseurs, Steve McQueen également, de Triumph Bonneville. Mais il se trouvait, pourquoi je vous en parle, parce que c'est quand même pas une émission de moto, Pop Sinoche, c'est parce que dans ce livre, il y a ici, regardez, il est bel et bien là, le DVD du film Girl on a Motorcycle. En français, ça s'appelait La motocyclette. C'est un film qui date de 1968, qui était présent dans la sélection officielle du Festival de Cannes de cette année-là, la fameuse année où le festival n'a pas eu lieu. Le film est interprété par Marianne Faithfull et Alain Delon dans les personnages principaux. Elle, c'est une femme qui a besoin de s'émanciper, qui s'ennuie dans sa vie de couple et qui, un beau matin, complètement nue, enfile sa combinaison de moto et part pour un road trip sur sa bécane à l'aventure. Elle croise Alain Delon, entre autres. C'est un film assez érotique pour l'époque, un film qui est assez mythique, qui est très difficile à voir, et c'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est aussi une façon de voir ou de redécouvrir cette fameuse motocyclette de Jack Cardiff avec Marianne Faithfull, l'icône anglaise de ces années-là, petite amie de Mick Jagger à l'époque, et de notre grand Alain Delon. Pop Sinoche, je vous en offre un extrait maintenant. Now you'll know the thrill of wrapping your legs around a tornado of pounding pistons, like the girl on a motorcycle. She goes as far as she wants, as fast as she wants, straddling the potency of 100 wild horses, the girl on a motorcycle.
Voilà, ce numéro 4 est terminé et en attendant l'émission du mois prochain, eh bien évidemment allez voir des films, mais surtout abonnez-vous à Popsinoche, likez, partagez, commentez et tout cela, et comme toujours, parce qu'on aime le cinéma.